Mes frères et sœurs absents voulaient la maison. Je leur ai tendu une facture de 1,2 million de dollars à la place. La tombe de ma mère n'était même pas encore enterrée que mon frère est arrivé. David a posé des questions sur l'estimation. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas demandé comment s'étaient passées les dernières nuits d'agonie à l'unité de soins palliatifs, ni si maman avait dit quelque chose de profond avant que la perfusion de morphine ne fasse enfin effet. Nous étions dans la cuisine de la maison où j'avais vécu ces 7 dernières années. La maison où j'avais changé des couches, donné des purées à la cuillère et géré les bouteilles d'oxygène. Et David faisait défiler les annonces sur Zillow avec son iPhone 15 Pro Max. Il est indiqué 850, a dit David en inclinant l'écran vers ma sœur Sarah. Mais le marché dans ce secteur se calme un peu. Si on met la maison en vente la semaine prochaine, on pourrait encore profiter des derniers jours de l'affluence estivale. Sarah a hoché la tête d'un air grave en prenant une gorgée du chardonnay, bon marché que j'avais acheté pour la veillée funèbre. Elle portait une robe noire qui coûtait plus cher que ma voiture, et elle semblait déplacée dans ce salon beige démodé. On devrait peut-être faire une mise en scène, dit-elle d'une voix détachée et aérienne, prise après son installation à Sedona comme consultante en bien-être. Il faut se débarrasser de cette ambiance pesante. On pourrait tout peindre en blanc. Les acheteurs veulent une toile vierge. Je me tenais près de l'évier, en train de laver une tasse à café. Je la frottais plus fort que nécessaire. On n'a même pas encore lu le testament, dis-je, dos à eux. Oh, allez, Marc, dit David en riant. Il prit une poignée de noix mélangées dans le bol sur le comptoir. On connaît la chanson. Papa et maman étaient de la vieille école. Tout est partagé en 3. À chacun son dû. À chacun son dû. J'ai répété que ce mot avait un goût de cendre. Pour comprendre le poids de ce mot, il faut comprendre le contexte. L'histoire de la famille Collins est divisée en 2. Il y a eu l'avant, quand nous étions une famille tout à fait normale, et il y a eu l'après, qui a commencé il y a 7 ans, lorsque papa a été victime d'un AVC massif et que maman a reçu un diagnostic de cancer des ovaires de stade 4 3 mois plus tard. Après, les rôles ont été attribués avec une efficacité implacable. David était l'entrepreneur. Il vivait à San Francisco, courant après la bulle technologique, lançant des start-ups qui engloutissaient les capitaux risqueurs et échouaient systématiquement. Il était toujours trop occupé pour venir nous voir, mais il envoyait des iPads pour Noël. Sarah était l'esprit libre. Elle avait besoin de protéger son aura. La maladie, m'a-t-elle dit un jour lors d'un appel FaceTime que j'avais supplié de faire, était la manifestation de schémas de pensée négatifs. Elle ne pouvait pas la supporter. Elle perturbait son équilibre. Et puis il y avait moi, Marc, le bon fils, le plan bétacite. J'avais 31 ans quand tout a commencé. J'étais chef de projet dans une entreprise de logistique et promis à un poste de directeur. J'avais une petite amie. J'avais une vie. Mais lorsque le double diagnostic est tombé, j'étais le seul dans un rayon de 80 km. C'est moi qui conduisais aux rendez-vous médicaux. C'est moi qui ai réalisé que maman ne pouvait plus soulever papa et que papa ne se souvenait plus comment éteindre le four. Le déménagement était censé être temporaire, le temps que leur état se stabilise, mais il ne s'est jamais stabilisé. Leur santé s'est dégradée lentement et douloureusement, une longue et pénible descente aux enfers. J'ai démissionné. Je suis devenu consultant indépendant, travaillant à 3 heures du matin pendant que mes parents dormaient, juste pour avoir un revenu. Ma copine m'a quitté au bout de 2 ans. Elle ne voulait pas sortir avec un type qui sentait l'antiseptique et qui était toujours trop fatigué pour aller au cinéma. Pendant 7 ans, j'ai été à la fois leur infirmier, leur homme à tout faire, leur cuisinier et leur souffre-douleur. J'ai vu mon père oublier mon nom. J'ai tenu la main de ma mère pendant qu'elle pleurait à cause des douleurs de la chimiothérapie. David est venu 2 fois en 7 ans. Sarah est venue une fois pendant 3 heures et est repartie parce que l'odeur de la maison a déclenché son angoisse. Et maintenant, ils étaient dans la cuisine à découper la carcasse avant même qu'elle ne soit froide. Il faut qu'on parle du calendrier, dit David, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. J'ai des problèmes de trésorerie avec mon entreprise actuelle. J'ai besoin de ma part des fonds assez rapidement. Je pensais qu'on pourrait faire un refinancement avec retrait de liquidité si on ne vend pas tout de suite. Mais vendre, c'est plus simple. Je ne vends pas, dis-je. Je fermai le robinet et me retournai. Le silence qui suivit était pesant, seulement troublé par le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Un réfrigérateur que j'avais réparé moi-même 3 fois parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter un neuf. « Comment ça? Tu ne vends pas ?» demanda Sarah en fronçant les sourcils. « Marc, tu ne peux pas nous racheter. On connaît ta situation financière. Tu es sous-employé depuis des années. » Sous-employé? Ai-je dit. C'est une façon intéressante de décrire le fait de s'occuper d'un proche à plein temps.
On apprécie ce que tu as fait, a dit David rapidement, d'un ton autoritaire. Vraiment, Mark, tu as pris tes responsabilités, mais ça ne te donne pas le droit de t'approprier le bien familial. Cette maison, c'est l'héritage que papa et maman nous ont laissé. Je me suis approché de la table de la cuisine. Il y avait une pile de courriers, surtout des cartes de condoléances, mais en dessous se trouvait une épaisse enveloppe Kraft. L'avocat, M. Henderson, l'avait déposée discrètement la veille. Il savait que les requins allaient arriver. Le testament a été mis à jour il y a 3 ans. Ai-je dit. David s'est figé. Mis à jour? Papa souffrait de démence il y a 3 ans. Il n'était pas en état de signer quoi que ce soit. Maman, si, ai-je dit, et elle avait une procuration. Elle a mis à jour le testament et l'acte de propriété. J'ai pris l'enveloppe et l'ai jetée sur la table. Elle a glissé sur le sol. Il déplia une nappe en vinyle bon marché et s'arrêta devant David. « Ouvre-le !» David l'ouvrit d'un geste saccadé et agressif. Il parcourut le document du regard, ses yeux papillonnants. Son visage devint rouge, puis d'un blanc pâle et tacheté. « C'est de la folie !» balbutia-t-il. « Elle t'a tout laissé entre les mains, à 100%. C'est de l'abus de faiblesse, Mark. Tu l'as manipulé. Tu étais le gardien. Tu l'as monté contre nous. » Sarah halta et lui arracha le papier des mains. « Elle ne peut pas faire ça. Nous sommes aussi ses enfants. Je lui envoyais de l'énergie Reich tous les jours. »« De l'énergie Reich ?» dis-je à voix basse. Sarah, maman avait besoin de morphine, pas d'onde. Elle avait besoin qu'on change ses draps quand elle était incontinente. Elle avait besoin qu'on lui écrase la nourriture parce qu'elle ne pouvait pas avaler de solide. « Tu l'as forcée ?» accusa David en pointant un doigt tremblant vers moi. « Je contesterai ça. Je te poursuivrai en justice. N'importe quel juge verra la vérité. Abus. Tu as profité d'une femme mourante pour nous voler notre héritage. » Voler? J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sec et rauque. Tu crois que cette maison est un prix? Tu crois que c'est un billet de loterie gagnant? C'est un actif de 800 000 $, a crié David. Et tu essaies de nous évincer. Asseyez-vous, ai-je dit. Je ne m'assieds pas, a rétorqué David. J'ai dit, asseyez-vous. J'ai fait un pas en avant. Je ne suis pas un homme violent. Mais 7 ans à soulever des poids morts m'avaient rendu fort d'une manière qu'aucun abonnement à une salle de sport ne pourrait reproduire. Et la rage qui couvait en moi depuis 10 ans commençait à déborder. Ils se sont assis. Je suis allé au garde-manger. Sur l'étagère du haut où maman rangeait la farine, il y avait 5 grands bacs de rangement en plastique. Je les ai descendus un par un et les ai claqués sur la table. Le plastique a craqué à l'impact. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sarah en reculant. « Ceci, ai-je dit en ouvrant le premier bac. C'est de l'héritage dont tu parles. » J'ai plongé la main dedans et j'en ai sorti une poignée de reçus, froissés et décolorés. Ce bac date de 2018 à 2019, ai-je dit. Les participations aux frais de pharmacie pour la location de matériel de soins à domicile, car l'assurance maladie ne couvrait pas le lit d'hôpital. Papa avait besoin de compléments alimentaires spéciaux. J'ai ouvert le deuxième bac. 2020 à 2021, la fuite du toit. Vous vous souvenez? Je vous ai envoyé un courriel à tous les deux. Je vous ai dit que le toit s'effondrait et que l'assurance ne le couvrait pas, car c'était de l'usure normale. Je vous ai demandé 5 000 $ à chacun pour aider à le réparer afin que maman ne meure pas de froid. J'ai regardé David. Tu as dit que tes liquidités étaient bloquées dans les crypto-monnaies. J'ai regardé Sarah. Tu as dit que tu manifestais l'abondance, mais que tu ne pouvais pas manifester un chèque. J'ai payé, ai-je dit. J'ai liquidé mon plan d'épargne retraite. J'ai payé la pénalité. J'ai réparé le toit. J'ai ouvert le troisième bac. Il était rempli de registres. Ce sont les registres de soins. Ai-je dit, à chaque dose de médicaments, à chaque crise, à chaque visite chez le médecin, chaque nuit, je restais éveillé à écouter papa hurler, désorienté. J'ai pris un carnet et l'ai ouvert. 14 décembre 2022. Papa est tombé dans la salle de bain et s'est fracturé la hanche. Je n'ai pas pu le soulever. J'ai dû attendre les ambulanciers. Il a pleuré pendant 3 heures. Je t'ai appelé, David. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu m'as laissé sur ma messagerie plus tard. Tu m'as envoyé un SMS alors que j'étais en réunion. Tiens-moi au courant. David baissa les yeux vers la table. Il tirait sur un fil qui dépassait de la nappe. J'ai fait le calcul, dis-je. J'ai sorti une feuille de papier blanche de ma poche arrière. Je l'avais préparée. Je savais que ce jour arriverait. Je le savais dès que maman a signé les papiers. Si on considère ça comme une transaction commerciale, ce qui est manifestement ton point de vue,
Regardons le bilan. J'ai posé la feuille sur le testament. J'ai calculé le coût moyen d'un aidant à domicile dans cet état pour 2 patients atteints de. Les besoins en soins sont importants pour les personnes atteintes de démence et de cancer. Le tarif horaire moyen est d'environ 25 $. Mais soyons généreux et disons 20 $ multipliés par 24 heures par jour, car j'étais de garde 24 heures sur 24 pendant 7 ans. J'ai pointé le chiffre. Cela représente environ 1,2 million de dollars de main-d'œuvre. C'est absurde, a murmuré David. Tu es de la famille. On ne facture pas son travail. La famille s'entraide, a renchéri Sarah, reprenant les mots exacts que ma mère répétait avant de réaliser que ses autres enfants ne viendraient pas. Exactement, ai-je dit. La famille s'entraide et tu n'as pas aidé. Donc, si je n'étais pas de la famille, si j'étais un employé, la succession me devrait 1,2 million. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai pointé la ligne suivante. Dépenses personnelles, nourriture, factures, fournitures médicales non couvertes par l'assurance, réparations pour maintenir la maison habitable. Cela représente 145 000 $. Je l'ai reçu dans les dossiers. Et enfin, j'ai dit, le coût d'opportunité. Cette année de salaire perdu, l'évolution de carrière sacrifiée, mes économies de retraite désormais nulles. Je me suis penché vers eux, les mains posées sur la table. La maison est estimée à 850 000 $. Mes parents ont contracté un prêt hypothécaire pour financer l'opération à cœur ouvert de mon père il y a 5 ans. Il reste 150 000 $ de dette. La valeur nette est donc de 700 000 $. J'ai ajouté que la dette de la succession vers moi pour les soins et les dépenses s'élève à plus de 1,3 million de $. J'ai glissé le document vers eux. Si vous voulez contester le testament, allez-y. Je vous y encourage. Je vais contre-attaquer la succession pour obtenir le remboursement. Salaire et remboursement. Monsieur Henderson a préparé les documents. Si nous allons au tribunal des successions, le juge ordonnera la liquidation de la maison. Le produit de la vente servira d'abord à payer les dettes de la succession. Et devinez qui est le principal créancier? Moi. Je les ai regardés droit dans les yeux. Alors voilà votre choix. Vous pouvez porter plainte. On va faire traîner ça pendant 2 ans. Les avocats prendront 30%. Je prendrai le reste en tant que créancier principal. Vous n'aurez rien. Ou alors, vous pouvez franchir cette porte, monter dans vos voitures de location et reprendre votre vie. Vous me laissez la maison. Vous me laissez le soin de nettoyer les dégâts, comme je l'ai fait pendant 7 ans. David fixait le document. Il faisait le calcul mentalement. C'était un homme avide, mais pas stupide. Il savait que les contrats d'aide à domicile étaient juridiquement contraignants dans notre État s'ils étaient prouvés, et mes registres constituaient une preuve irréfutable de service. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda David d'une voix calme. « Tu vas trahir ton propre frère et ta propre sœur. »« Vous êtes parti ?»« Je ne vous ai pas rayé de ma vie. » dis-je. Vous vous êtes exclu vous-même. Vous vous êtes exclu à chaque fois que vous n'avez pas appelé, à chaque fois que vous n'êtes pas venu, à chaque Noël que vous avez manqué. Vous avez abandonné le navire il y a des années. Vous ne pouvez pas revenir maintenant et tout gâcher. Sarah se mit à pleurer. C'était un joli sanglot appris par cœur. Maman aurait le cœur brisé de nous voir nous disputer. Maman avait le cœur brisé quand elle est morte, dis-je, ma voix se brisant enfin légèrement. Elle avait le cœur brisé que son fils chéri et sa petite princesse n'aient pas daigné lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle. Elle m'a légué la maison parce qu'elle savait que j'étais le seul à la traiter, ainsi que sa mémoire, avec respect. Je me redressai et désignai la porte. « Sors, Marc » commença David. « Sors » répétai-je. « Prends les noix, prends le vin, mais sors de chez moi. » David se leva. Il ajusta sa veste. Il me regarda avec un mélange de haine et de respect à contre-cœur. Il réalisa peut-être pour la première fois que le petit frère qu'il avait l'habitude de brutaliser était mort depuis longtemps, remplacé par un homme forgé par les responsabilités. « Bonne continuation. Marc » cracha David. « Ne t'attends pas à être invité au mariage. »« De toute façon, je ne viendrai pas, » répondis-je. « Je n'ai pas les moyens de voyager. J'ai une maison à retaper. » Sarah prit son sac à main en reniflant théâtralement. Elle ne me regarda pas. Elle suivit simplement David par la porte de derrière. J'écoutai leurs pas sur l'allée de gravier. J'entendis la portière claquer. J'entendis le moteur vrombir. David conduisait toujours de façon agressive et le crissement des pneus sur la route principale était caractéristique. Puis le silence. La maison était silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur sembla s'atténuer. Je regardai la table,
Les boîtes en plastique fissurées, les piles de reçus, l'estimation aide sur le téléphone de David qu'il avait oublié dans sa précipitation. Non, attendez, ce n'était qu'une serviette. Il n'avait pas oublié son téléphone. Il ne quittait jamais son téléphone. Je me suis approché de la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse envahie par les mauvaises herbes. Les parterres étaient saturés de mauvaises herbes. La peinture du porche s'écaillait. Les gouttières étaient pleines de feuilles. Ce n'était pas un palais. C'était une vieille maison fatiguée, hantée par les fantômes et imprégnée d'une odeur de maladie. C'était un fardeau, un gouffre financier. Mais c'était la mienne. J'ai pris la bouteille de chardonnay bon marché. Je n'ai même pas pris la peine de me servir un verre. J'ai bu une longue gorgée directement à la bouteille. C'était acide et âcre. Pour la première fois en 7 ans, je n'avais pas à guetter un babyphone. Je n'avais pas à consulter un emploi du temps. Je n'avais pas à demander la permission ni à mendier de l'aide. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de papa, celui avec la tache sur l'accoudoir, là où il avait l'habitude de renverser son thé. Je me suis adossé. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu mes frères et sœurs. J'avais perdu ma vingtaine. Mais alors que la nuit tombait sur la maison, je compris que j'avais découvert autre chose. J'avais tracé une ligne dans le sable et, pour la première fois de ma vie, je n'avais laissé personne la franchir. Je fermai les yeux et m'endormis, et pour la première fois en 7 ans, je ne rêvais pas de machine qui bip. Je rêvais de peinture blanche. Je rêvais d'une toile vierge.